Qu'est-ce que tu attends du film, Estelle, des films? Ah, qu'est-ce que j'attends du film? Que bien sûr que ça montre notre activité d'épigraphiste sur le terrain, que ça en montre tous les aspects en fait, puisque je pense qu'on ne se fait pas trop idée de notre métier, de ce que c'est d'aller voir toutes ces églises, ou tous ces musées, ces châteaux, et le fait de travailler sur cette documentation, cette matière, les petits détails et aussi les rencontres que l'on fait, le travail soit avec les conservateurs, avec les gens qui sont dans les musées, ou bien les communautés religieuses qui gardent ces monuments. Donc, que ça montre cette réalité-là, d'abord tout simplement, et que ce soit compris par tous, que ça conserve aussi peut-être une trace de cette mission, qu'elle soit pas seulement dans nos mémoires, mais qu'on ait cette trace visuelle, et que ça transmette aussi l'esprit de cette mission. Comment ça s'est déroulé, l'ambiance, les gens, tous ces moments saisis sur le vif, et qu'ils soient dans cette petite boîte, qu'ils soient conservés. Et puis, je pense aussi que ça peut être un film un peu formateur pour des étudiants ou des jeunes chercheurs, de voir comment se passe le travail. Ça peut être un objet de réflexion aussi. Ça pourrait même faire partie des archives de la recherche ensuite. Voilà. On ne sait pas ce que va devenir le film, si dans 20, 30, 50 ans, il est retrouvé, on verra comment travaillaient les épigraphistes à ce moment-là. Donc j'attends à la fois plein de choses, et je suis sûre que je vais être étonnée de ce qu'il va donner, que ça va ouvrir encore de nouvelles pistes, ça j'en suis certaine. C'est étonnant que tu bâtisses encore alors qu'ils en ont plein. On suit notre guide. Moi, je suis ravie que cette mission en Chypre puisse commencer. Il y a plus de 800 inscriptions lapidaires en alphabet latin qui ont été recensées. C'est évidemment le cœur pour la Méditerranée orientale médiévale du projet. Notre approche, elle va être globale. Elle est vraiment sous les 4 dimensions. C'est l'aspect textuel, évidemment, de l'inscription, mais pas seulement, l'aspect contextuel. On va essayer de comprendre le contexte à chaque fois. Et même, j'ai envie de dire, même l'aspect contextuel jusqu'à aujourd'hui, même dans un musée. Et puis l'aspect fonctionnel, à quoi ça sert, pourquoi on l'a écrit, pour qui, etc. C'est presque une chapelle. T'as raison. Celui-là, je ne le prendrai pas parce que comme je ne suis pas épigraphiste, je ne sais pas quoi vous notez pour le texte. L'équipe, elle est très variée, il y a des chercheurs, mais tous ne sont pas épigraphistes au premier, c'est pas leur première discipline, on va dire. Il y a des doctorants, il y a des jeunes chercheurs, donc il faut qu'on harmonise nos manières de décrire une inscription, c'est mettre à l'épreuve notre méthodologie et construire tous ensemble la méthode de travail. Ici, on se répartit bien le travail. En un quart d'heure, on peut avoir fait l'affiche. La première partie descriptive, vraiment sur l'inscription, on essaie de se répartir. Ensuite, pour tout ce qui concerne la taille de pierre, là, ça va être Thierry qui, lui, a l'œil vraiment exercé, qui a toutes les compétences pour ça et qui va nous aider à comprendre les techniques de la taille, le type de matériau et voir les traces d'outils aussi sur la dalle de pierre. Pour la 3, on est sur 2 mm. Pour la 4, on est sur un tout petit millimètre, 1 millimètre moins. Ici, t'as un crochet, mais c'est pas contemporain d'inscription parce qu'il est dans l'inscription. Au niveau de l'aspect de surface, j'ai pas de trace d'outils.
Il y a de la gradine sur les montants. Et les lettres courtes, c'est la vie. Ah, si on fait des lettres courtes, on voit bien les silhouettes. Ça marche pour moi. Il n'y a aucune trace de couleur. On essaye de se répartir les tâches et là on est en plus dans une petite, quasiment une chapelle. Il y a une dizaine d'inscriptions, donc il faut essayer que chacun fasse bien son travail et on se relève parce qu'on est plusieurs à travailler sur une même inscription, on ne regarde pas les mêmes choses. Il y a Eva aussi la photographe, donc voilà, on doit trouver son espace de travail et on s'active, on se questionne aussi les uns les autres, est-ce qu'on voit les mêmes choses ou pas, on vient demander des renseignements ou de l'aide à un autre, on partage le matériel aussi, le mètre, tous les éléments, les lumières dont on a besoin, donc ouais. Là on s'active bien. Mention de date et c'est le dans que tu dois compléter toi. Tu vois ? Ok. Mention d'une date. Pour un philologue, c'est dur de travailler avec des textes tellement courts parce qu'on n'a pas le contexte littéraire, on n'a pas ce qu'on appelle le sociolecte, c'est-à-dire la manière des gens de parler de plusieurs manières. Il y a un sociolecte haute, par exemple, il y a des gens de l'aristocratie qui parlent d'une certaine manière, il y a les pauvres gens qui parlent d'une autre manière. Tout ça, c'est absent parfois de l'inscription qui est un texte stéréotypé en quelque sorte. Donc cet aspect littéraire est absent. Mais dans le même temps, on tombe parfois sur des inscriptions qui sont franchement magnifiques, où on voit un petit sentiment quelque part. Et donc, il y a de la chance parfois de tomber sur quelque chose. Mais il faut attendre, il faut avoir de la patience et voilà, il faut vraiment chercher. On pense toujours, et souvent ça a été l'objet épigraphique, il a été pris comme ça, comme un... on s'est intéressé au moment de la production. Évidemment, quand le défunt est décédé, sa famille a fait graver l'épitaphe. Okay, on a essayé de remettre dans le contexte historique. Mais après, l'inscription, la dalle de pierre, elle a une vie, elle se transmet. Elle a été peut-être laissée dans une église pendant longtemps, après elle a été enlevée du mur, ici remise, etc. Et j'aime bien cette idée de retracer tout le parcours de l'inscription jusqu'à aujourd'hui. Pourquoi on a des inscriptions aujourd'hui? Pourquoi elles nous ont été transmises? Donc voilà, effectivement, ça fait revivre aussi ces personnages qui sont nommés dans les textes. Finalement, la civilisation ou la culture médiévale ou de la Renaissance, ce sont des êtres humains. Donc il n'y a pas juste un domaine, c'est un être humain. Et pour le comprendre, il faut regarder tout ça, tout autour. Parce que finalement, nous étudions les êtres humains, pas l'épigraphie en soi. En fait, ce qui sert de support à une autre inscription, là, c'est le relief en pierre avec la Vierge, eh bien ce support, c'est une pierre tombale qui a été retaillée, c'est souvent le cas, on les remploie, pour faire cette base, et on voit encore des lettres là, de l'inscription qui sont là. Et certainement l'effigie du défunt là, qui est gravée. C'est un type très commun de pierre tombale au Moyen-Âge, 13e, 14e, 15e siècle. Et là, on a encore un bout d'épitaphe. 3,5. Okay. Tu veux quand même essayer de faire de la photographie? Ouais, je vais essayer. Ouais. Peut-être. C'est du marbre, Thierry? Oui. A priori, calcaire marbrier. Je pense pas que ce soit du marbre, mais ça va être un calcaire qui prend le poli. Ah oui. Faudra qu'on regarde d'où ça peut venir, ça. À mon avis, c'est le cas là. Ouais. Et ça n'a peut-être pas été terminé, non? Non, c'est ce que faisait voir Clément tout à l'heure. Tu as des fioritures dessus, la moulure est moyennement ça, et regarde le dessous. En fait, tu as des traces de granit d'un bout à l'autre. Ouais. Il faut que tu marques, Estelle, qu'il y a des traces de granit sur le siècle temps. Sur le dessous. Ouais. Oui, on a la fin de l'épitaphe. La pièce en entier, je préfère celle-ci en lumière rasante. D'accord. Et parfois, tu peux avoir des inscriptions qui sont... Enfin, des pièces qui sont que des inscriptions. Oui. Tu vois? Auquel cas, dans ce cas-là, là, tu fais faire que lumière rasante. Bah, là, très clairement, en fait, ce qu'Estelle veut, c'est vraiment l'inscription en elle-même. Donc, je pense que le cadre va surtout être défini par l'inscription. C'est l'inscription qui va me donner le cadre, en fait. Donc la pièce en elle-même, et puis ensuite des plans serrés sur vraiment l'inscription.
C'est le lien d'invitation magique graphiste? Non. Non, c'est le lien, c'est Manon Durier, message du 8 juillet. Ce que vous pouvez faire, donc, c'est décocher Optional Field. Ok. Comme ça enlève des champs qui sont optionnels et qu'on n'est pas obligé de voir et ça rend plus léger la fiche comme ça. En fait, pour les premières inscriptions à rentrer, c'est pour ça que là je voulais qu'on le regarde ensemble, c'est un peu long, c'est juste une gymnastique à prendre, après ça va vite. Il y a des conseils pour l'image, il faut la mettre dans un certain format, il faut la travailler avant, c'est comment? Là c'est l'image vignette, non? Ou c'est laquelle? Oui, c'est l'image vignette. En fait, là c'est une toute petite image pour qu'elle puisse apparaître dans la base et qu'on ait tout de suite une reconnaissance. Ma question c'est JPEG de CRW. Oui, elle l'a mis Manon dans son truc. Il faut créer les sites avant de créer l'inscription. D'accord? Ok. En fait, voilà, il y a les lieux, oui. parce qu'après on se réfère à des lieux. En fait, là, si on Comme ça, clique, tout est localisé. on peut cliquer sur Original Location et là, en fait, il propose une liste avec les sites Déjà qui des sont lieux déjà rentrés. répertoriés. Ok, et nous on peut Et là, on l'a créer Voilà. ça séparément. Oui, on peut les créer séparément. On peut même, disons que c'est plus simple de les Parce que créer peut-être on avant. va faire ensemble une inscription de Grèce par exemple. Très bien, pour, bien sûr. Je Ouais. te montre une image, on la regarde tous et vous Ouais. dites comment on inscrit. Ouais. Qu'est-ce que je fais si l'inscription est ici tout et je n'ai pas la bonne ombre? Je dois attendre 2 heures. Non. Non. Parce que si c'est en pleine lumière, je ne peux pas créer des ombres moi-même. Oui, non, mais parfois en plus elles sont hyper en hauteur et tu peux pas, de toute façon. Ah, ok. Donc il y a des choses qu'on ne peut pas voir, on ne peut pas savoir. Ok. Oui, c'est le RE qui était abrégé. Mhm. Oui, c'est 13 passats. Ah oui, c'est ça, d'accord. C'était le courant. On a plus souvent 13 passats que oui, 13 passats. oui, le S, oui. C'est T'as T, raison. abréviation RE, de RE abrégé, et Mhm. S, passat. En fait, là, on a le nom du défunt. C'est pour ça que ça serait quand même intéressant. Et sur l'autre ligne, sur la ligne devant, Là, C'est le J. ici J. ici J. Sire, avec un Seigneur. Moi je vois un truc cyrillique, mais ça ne peut pas être. Je connais une ligature cyrillique qui est parfaite, mais ça ne marche pas là. Alors attends. Ah oui, quand on la voit comme ça, c'est horreur. Non, il y a une cassure. Là, ici? Non, tu crois pas? Il y a Non, quand là, même un celui-là, I. Et ici, il y a... Il y a une patte, je suis d'accord. C'est intentionnel. C'est un parce D, que parce qu'en dessous, le haut, on le voit très bien. Donc là, Ouais. il y a vraiment une Ici, il y a un D, patte. alors. Ouais. Et là, il y a... Ah, voilà, ça. Ici, là, il y a quelque chose. Et là, mais c'est un L plutôt. On est passé de Oise à Dine. C'est pas pareil. Ici que je Alors sais. on va pas commenter les 800 comme ça. Je Et veux là, bien qu'on fasse toutes les transcriptions. Ouais, en fait, Non mais en même temps, il faut se faire live. C'est bien. en fait, a priori, ça serait bon ensemble. On va redemander. Donc c'est toujours ici. Oui, c'est bien le bon musée. C'est bien chez Ferry, j'ai vérifié. You see in the museum Yeah, the mosaics, but it's not this. no mosaic. The inscription room. Yes. Yeah, but You it's see- antiquity. It's not medieval. Looking for Middle Ages. This is what we're looking for. You have 14. Yeah, 14 rooms. 14 rooms, ok. Okay. And in fact, here. On va leur montrer d'où c'est, peut-être qu'ils le connaissent. This one, Lusignan. You have I one. will show us. Ah, This. good, very good. Thank you very much. You can check here. On the other side. Yes. Another person. Oh, that's lovely. Thank you very much. Okay, you want anything? It's not here, I think. It's antiquity here. You see, we can see the lapidary deposits outside. You can go there to check. I think it's here. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
Oh, c'est plutôt, on va dire que c'est l'aventure, mais ce qui montre que notre travail est vraiment nécessaire. C'est-à-dire qu'en 25 ans, tout bouge et que tout pouvait se trouver dans un musée bien rangé, bien étiqueté. Et au final, 25 ans plus tard, on ne les retrouve plus. Donc c'est toujours une chasse, ouais, une chasse à l'inscription. Je vais un balai aussi, ouais. Il faut savoir tout faire en épigraphie, balayer, nettoyer, astiquer. On commence au début pour voir s'il y en a ou... Oh oui, à la limite, pour balayer. Il y en a encore une très belle ici, la Zavas. Avec les dessins, on voit encore les dessins. It's something common, not only in Cyprus but in every other place. People take the older materials to build something new. And in Cyprus we have many examples of this practice. The Venetians are using these tomb lamps for building the mirrors. And mainly the Ottomans, they are extracting the tomb lamps from the churches and for example, they can construct with them a new bridge or something like that. J'ai l'impression qu'il y en a qui sont mises dans l'autre sens. Et là, je sais pas si tu l'as vu, mais elles sont. J'avais jamais vu ça. Elles sont en relief, les lettres. Elles sont pas creusées, elles sont. Ça va intéresser Thierry. 50 mm, la hauteur des lettres longues. 50. 50. Et la largeur est la même. 4. Après, voilà. Bon, on va aller voir après. Je te donne les dimensions. On s'est dit que ce serait bien d'avoir un plan, parce qu'en fait, il y a une cinquantaine de fragments en tout qui sont en remploi, et au moins pouvoir identifier où ils se trouvent les uns par rapport aux autres. Donc c'est pas un plan à l'échelle, hein, c'est vraiment un schéma pour se repérer. Et ensuite pouvoir les resituer et faire correspondre les numéros d'inventaire en fait avec des cases sur le schéma. Dans l'idée d'aider à retrouver une fois qu'on voudra revenir sur le terrain, ou même peut-être si jamais on arrive à, j'en doute, mais recomposer des dalles d'après les fragments qu'on a là en fonction de l'épaisseur, du type d'écriture. Voilà, ça pourrait être, je pense, assez nécessaire d'avoir toute cette documentation. Et puis peut-être qu'après on pourra faire un plan un peu plus propre à l'échelle sur lequel resituer les fragments qu'on a pu utiliser. On est passé là, on ne l'a pas vu, on ne les a pas vus, et pourtant, là, il y en a 17.
Alors bien caché, placé à peu près à 1,50 m, donc on ne voit pas, c'est à hauteur des yeux, mais en même temps on ne voit pas le dessus de la dalle, donc on ne repère pas les lettres inscrites. Mais ça fait partie du jeu. Vous avez vu la découverte, il y a des lieux où on pensait trouver une dizaine d'inscriptions, on n'en trouve plus que 3. Pourtant ils étaient bien identifiés, bien publiés. Et d'autres pour lesquels c'est pas connu, on s'attend à rien, ou on s'attend à une et on en trouve 17. Donc ça c'est assez génial. Donc c'était bien que là chacun prenne ses marques, sache remplir la fiche de terrain, comprenne la logique pour après être autonome. Et à l'Arnaca, on va se répartir très précisément les tâches pour être efficace, et je pense que ça va marcher. Non, en fait, c'est pas dans le champ. Hello Serjan. Hello. Comme je le disais, là, cette première mission, elle est exceptionnelle parce qu'on est tous quasi là, et même Serjan en visio. Mais elle ne se reproduira pas comme ça, ou peut-être une autre à la fin. Et là, ensuite, on va plutôt faire des choses séparément ou par petits groupes, quoi. Serjan, if we plan the summer school in Cyprus, South Cyprus, I understand it's difficult to have a visa, but if you have time to ask for a visa, you know, if it's in next year or the year after, do you think it's possible? Ouais, les endroits sont Terre Sainte, exclus. Syrie, non, on ne peut pas rentrer. exclu. On peut pas rentrer. Liban, Arménie silicienne, exclu. Ouais. Chypre, exclu. Parce que aussi, l'autre solution, non, c'est la Turquie. Terre. Attends, Attends, parce qu'on va. Vas-y. Grèce, peu de matériel, Ouais. inutile, on va se balader inutilement. Tout à fait. Constantinople. Oui, c'est chez lui, c'est à Galata. Pardon, Constantinople, Istanbul. So you understand the other solution, if it's not Cyprus, it could be Istanbul. Acquérir les données, c'est vraiment le niveau premier, mais il faut le faire. Et après, c'est évidemment d'étudier ça sous divers angles. On va pas juste remplir la base de données. Évidemment, il faut passer au niveau supérieur, ça c'est très clair. Voilà. Et c'est la fin du projet. Et c'est le projet va jusqu'en janvier 2026, mais les 2 dernières années, l'idée est vraiment qu'on puisse, qu'on ait avant déjà toute la documentation et qu'on puisse recouper aussi avec les autres épigraphies, qu'on voit les aspects de transfert, qu'on soit plus sur des colloques scientifiques. 2024, je vais t'apporter pas mal des exemples grecs. Ouais. Serjan, il a déjà pris de l'avance, parce que sa thèse était sur toutes les inscriptions génoises de Galata, qui était une colonie génoise dans Istanbul, dans Constantinople. Donc, en fait, il a déjà pas mal travaillé dessus, donc ça va. En ce moment, on travaille sur des dalles funéraires, donc des pierres tombales. Voilà, il y avait des morts dessous, ça rappelle le souvenir d'un défunt, donc c'est pas non plus anodin. C'est comme une autopsie de l'inscription qu'on fait sur la fiche. Donc on la décrypte, on l'ouvre cette inscription, tu vois, on en décrit tous les organes. On est aussi passionné par notre sujet, donc on a notre propre émotion déjà personnelle, et voir notre objet d'étude en face, ça c'est aussi, oui, ça procure une émotion, j'ai envie de dire il y a une joie. C'est quand même un métier qui prend toute notre vie, parce que si on devient chercheur, c'est parce qu'on est aussi passionné par notre sujet. Et c'est une passion qu'il faut aussi réguler, parce qu'elle peut être dévorante et prendre tout notre temps. Pourquoi on va aussi sur le terrain, alors parfois on les connaît sur les livres, c'est l'appréhension justement corporelle et l'échelle humaine. Tu vois, de voir des dalles, de voir leur taille réelle, en prendre conscience par notre propre corps, ça, je trouve ça très, très important. Donc là, c'est toute l'appréhension, tous les 5 sens qui travaillent. Ensuite, quand on va faire le relevé, évidemment,
On écrit, parfois on mesure avec nos doigts aussi, nos mains, tu vois, comme ça. Il y a vraiment, les 5 sens, ils sont en éveil, quoi, quand on va travailler ces objets, parce que c'est leur matériel. Évidemment, c'est le texte qui nous intéresse, c'est l'écriture. Et c'est toute la matérialité, et dans ce sens-là, ça fait appel au corps entier. Quand on regarde pas avec les yeux, on regarde avec le cerveau. On regarde avec ce qu'on a connu, on regarde avec ce qu'on sait. Il y a des choses que je ne vois pas, mais pas parce que je n'ai pas la capacité visuelle ou disons, physique de voir, mais parce que je ne connais pas les choses, je n'ai pas la sensibilité. Et la sensibilité, on la développe en regardant, en cherchant. Il y a un temps qui est très long. Ce n'est pas le temps de la télé, ce n'est pas le temps de Facebook, c'est un temps de poser les choses et de vraiment les regarder. On est là pour les objets, pas pour nous. C'est pas hypnotisant, on continue à faire des réflexions et des hypothèses pour donner une explication à des signes qu'on ne comprend pas complètement. Même à distance de temps, des années, on continue à chercher parfois. Ça revient à l'esprit et on continue. On a besoin de la réponse. Mais je crois que ça, c'est une condition humaine en général. On ne peut pas laisser des espaces vides. On a besoin de le remplir avec quelque chose, même une hypothèse, même si ce n'est pas sûr. La question entre ma tombe, ma plate, et la plate, celle de Clémence, c'est que lui, il a toujours 3. Il a de la place laissée, et c'est plus tard, c'est 10 ans plus tard. Que celle-ci. Ouais. Donc, d'habitude, on les mettait où? On les mettait dans les chapelles, on les mettait également dans la nef? Dans la nef. Dans la nef, c'était possible? Oui, parce que l'idée est que pour celui-là, on a certainement enlevé quelqu'un, on a fait ça et on a inscrit, voilà, pour le faire. Il y avait probablement plus de place dans l'église. Et donc, pour lui, il y a une place laissée libre, c'est qu'ils étaient conscients qu'il y a déjà plus de place et qu'ils vont mettre quelqu'un dedans, mais ils ne savent pas encore qui. Ça peut être commémoratif, surtout pour des femmes. Les femmes, elles n'ont pas toujours une plate-tombe. Là, c'est une femme barbue. Non, ce que je veux dire, c'est que quand lui a été enterré, ils ont voulu, il a laissé un testament pour commémorer aussi d'autres membres de sa famille, mais qui peut-être n'étaient pas commémorés avant. Ça, c'est tout à fait possible. C'est pour ça qu'on a une concentration de femmes sur les deux tombes. Parce qu'il n'y a que des femmes là. Alors là, il n'y a vraiment que des femmes. Un homme, et là, il y des a femmes. Un homme et je n'ai pas encore terminé, il me reste encore un petit morceau. Mais proportionnellement, on a toujours moins de femmes. Et d'habitude, quand tu as les 2 lignes et tu commences sur celle qui est plus proche de la représentation ou de l'extérieur, quelle est la logique que tu trouves? C'est comme si... Il y a de tout. Ah. Franchement, il y a de tout. Regarde, quand tu vois ça ici et ça là, c'est pas un phénomène d'usure, hein. C'est que là, c'est pas fini. Et ce qui m'embête plus, c'est que en fait, ce bandeau-là, le bandeau qui est sur le côté, n'est pas du tout gravé comme celui-ci. Donc là, c'est vous qui allez en tirer des conclusions. C'est une autre personne. Attends, autre chose. C'est sculpté? C'est trace. Parce que Estelle est arrivée avec une interprétation là. Oui, il y avait une autre effigie en fait. Regarde, tout ça là, ces traits là. Il n'y a rien à faire là. Il y avait autre chose, il a surfacé, il a un peu effacé ce qu'il y avait derrière, mais pas tout. Pourquoi est-ce que l'inscription était là et les bords étaient complètement vides? Ouais, exact. 4e contradiction. C'est un palimpseste. Un palimpseste lapidaire. Je suis en train de vérifier si j'ai bien tout fait, tous les clichés nécessaires. Avec la mire, sans la mire, avec le numéro, sans le numéro. Ici, il y a les traces d'un outil. Le graveur a attaqué la pierre dans ce sens-là. Ensuite, il est revenu graver ici. Et après, la finition est un petit peu perfectible. Là, cette partie-là est bien faite, mais s'il avait voulu avoir vraiment une lettre parfaitement bien finie, il suffisait d'enlever un petit peu de matière ici. C'est un bloc qui a été a priori donc extrait. Le parement, la surface, en fait, avec le type de pierre qu'on trouve localement, ils n'ont pas besoin de surfacer le parement. On ne voit pas de traces d'outils sur le parement, il y a uniquement des traces d'outils sur le côté.
Ici, les traces d'un outil grain d'orge, les petites pointes de l'outil. Et là, il est venu agir ici, donc on voit l'outil qui mord la pierre et qui s'arrête là, au niveau des pointes. Le tailleur de pierre était sur le côté et a taillé son bloc comme ça. Et on enlève de la matière plutôt en V, de telle sorte que les filets qui soient ici soient eux bien droits. Et que si on a besoin de la poser dans le sol, en fait, le fait que ce soit en V comme ça, quand on pose le bloc de pierre dans le sol, ça permet d'avoir les angles qui, eux, sont bien propres. Oui, mais... Peut-être qui des... C'est un verbe pour la mort. Au Moyen-Âge, le latin, mais encore plus le français, il y a une variation graphique. Pour un même mot, on peut trouver, là on le voit, le mot âme, il peut s'écrire arme. En fait, l'orthographe n'existe pas. D'accord ? Il n'y a pas d'orthographe. Il y a des graphies. Et c'est très difficile, notamment quand on crée un dictionnaire du français du Moyen-Âge, c'est qu'il faut rentrer toutes les variantes. De, point, grâce, oui. Épouse. Oui, épouse, avec un beau Z là. C'est très français d'outre-mer. Ah, ok. Ouais. Il y a une lettre comme celle-là? Non, la forme un Z dans le mot épouse, je crois. Ok. Point, deux, point, Messire, ouais. Pierre, l'aigle, Oui. qui trespasse, je sais pas, mais il est comme les autres. Oui, X, V, A, I. Donc le 18. I-O-R-S. Le 18e jour. Oui. Mais le jour, c'est I-O-R-S. Est-ce que tu veux... Oui. Est-ce que tu vois une Y... Non. Y, non? Non. I-O-R-S. Oui. Ok. 2. Ce soit A. Là, tu as une lettre suscrite. Et D'avril. elle. Oui. Ah, d'avril, T'as le V dans le A. C'est conjoint. D'avril, c'est l'an. L'an, t'as le tilde pour le N. 2. Oui. M, C, X, L, V, I. 2. De Christ, peut-être. Oui. Dieu. Oui. Oui. C'est E. A, I, T. Oui. L'arme, Amen. Voilà. Ok. Là, ces pierres sont très normées, c'est-à-dire qu'on dit d'abord ici J, on parle de la position du défunt dans la tombe, l'état actuel, c'est un présent, il est dans la tombe. Ensuite, on parle de son passé, c'est-à-dire du moment où il est mort, et on va donner la date. Là, on est vraiment dans le passé, il est mort. Parfois, on nous raconte un peu sa vie quand il y a un peu plus de place, quand c'est moins codifié, quand c'est des personnages importants, un évêque, un prince, quelqu'un qui a occupé une place, on va donner sa fonction, des adjectifs qui le qualifient, qui le mettent en valeur. Et puis, la dernière, il y a 3 parties vraiment dans ces épitaphes. La dernière partie, c'est de l'avenir, c'est dans l'au-delà. On confie son âme à Dieu, mais pour le salut éternel. Est-ce que tu crois que le mieux c'est de faire un tour de tout pour qu'on ait une idée générale? Ce serait mieux? Ok, on te suit pour voir ça.
Il faut mieux commencer par là. Celle-ci. Ce que je peux te demander, c'est de, comme tu disais, faire une photo de salle. Peut-être faire des photos de murs, tu vois, un petit peu. Des plans larges, des murs que ça c'est juste pour nous, pour aussi documenter la manière dont c'est mis en scène. Donc ça peut être regroupé. Voilà. Tu me dis si je t'en demande trop dans ça, ça va. Comme ça, même celles qu'on n'aura pas prises en photo, on les aura aussi quand même sur d'autres trucs. Ouais, je comprends. Celle-là. Celle-là. Si vous voulez le faire ce matin, je ne fais pas des détails. À chaque fois, je fais une photo. Non, ça suffit. D'accord. 38, 39. Sous-sol et grande salle. Si tu peux mettre ça. Grande salle. Je veux pas vous pousser. Je veux pas vous pousser, mais il faut ranger le matériel. Et là, il va falloir tout remettre bien dans l'ordre, pour pas confondre les différents textes, les différentes fiches. Voilà, c'est une belle récolte déjà, une vingtaine d'inscriptions ce matin. Je préfère ne pas me prononcer en ce moment parce que là je suis sous l'effet des premières impressions. Tu vois, et c'est l'enthousiasme qui me fait penser toutes sortes de choses. Il peut y avoir une connerie qui passe par ma tête et après que je vais regretter de l'avoir prononcée devant la caméra. Tu vois, le dos des carottes, en général, on coupe l'église, on a 8 scènes, on a la moitié avec
Ça dépend vraiment. Et après, tu as l'ascension là au-dessus de l'autel et tu as la crucifixion de l'autre côté. Donc normalement dans une église byzantine, là tu dois avoir la crucifixion. Ce qui est extrêmement étrange, c'est que là tu as une partie du programme iconographique de l'autel. Quand tu vas entrer dans le sanctuaire, tu vas voir le Christ et la Vierge. Sauf que la Vierge, elle doit être là et le Christ là. Donc ils sont en quelque sorte inversés, comme si tu portais la chemise à l'envers. Il y a un syncrétisme, pour faire plus simple, un syncrétisme entre l'art byzantin et l'art occidental. L'art occidental, il est perméable, il n'y a pas des règles extrêmement strictes. Et il y a une certaine souplesse, mais également une certaine règle qu'il a. Il a des habitudes qu'il s'est formé. Il va mettre certaines scènes les unes à côté des autres. Par exemple, comme le cycle le chemin de la croix. Alors que l'art byzantin, il est vraiment figé, il est très strict, et c'est comme une poésie codifiée. Et il est focalisé sur ce qu'on appelle le dodekaorton, les 12 fêtes de l'Église. Et là, on voit que les 12 fêtes de l'Église byzantine et les scènes du chemin de la croix sont mélangées. C'est-à-dire que dans certains points de vue, quand ils sont dans l'Église, c'est comme ils ont franchi l'iconostase. Ils sont passés l'iconostase et les représentations sont dans la bonne position de derrière. Et ça, d'habitude, tu vois ça sur les entrées latérales, les théories des saints. Jamais dans une telle position. Là, ce que tu peux avoir, si chez l'iconostase, ça peut être une inscription de Ctétor ou autre chose, peu importe. Tu peux avoir le mandilion. D'ailleurs, il disait qu'il y avait un mandilion quelque part dans le livre. Et je me demande, il est où? Parce que je n'ai pas vu le mandilion. Tu fais le mandilion, c'est la représentation du... Oui, Christ de Deste. D'accord. Normalement, ça doit être la naissance de Marie. C'est parce que Jésus, on va le laver. Oui, dans le lavement. Oui, et pour Jean-Baptiste, même chose. Donc ça doit être... Donc naissance de Marie, et à côté? À côté, je ne peux pas encore dire, je n'ai aucune idée, je ne sais pas ce que c'est. La logique étant que là on a latin, là on a grec. Il y a deux moitiés de l'Église. Ça, c'est complètement... Ce qui prime ici, c'est la peinture murale. Et puis, à l'intérieur des scènes qui sont représentées, on a un peu d'écriture. Mais effectivement, ce n'est pas l'écriture qui prend toute la place. Elle s'intègre, c'est des légendes de scènes, c'est des noms de personnages, elle s'intègre dans l'image. C'est vraiment étonnant, je disais à Savas, je ne sais pas si j'ai dit à toi Estelle, c'est que je vois dans les intrados des énormes espaces vides jamais utilisés, alors qu'on devait avoir des sangs. D'habitude, dans les intrados, tu vas avoir toujours beaucoup de sang, une agglomération. Une interruption. Oui, vous avez vu l'église? Alors, celle-ci est fermée, on en a une autre 10 minutes en voiture. Est-ce qu'on doit faire? Est-ce qu'on y va? Tu veux qu'on essaye de voir dedans ce qui se passe? Là, je pense qu'il y avait un hic-fuit aussi, là, comme une personne qui est passée par ici. Là, on en voit encore, et puis là, il y a du grec. Là, il y a des caractères latins encore. Is there another church here? There is an old church, Yes, old church. but it's about 6 miles from here. Do you C'est la know tuile. if we need a key to enter the other church? Unfortunately, the priest, he is not here in church. Okay. That he have it. Evkaristo. Thank you very much. Come from Russia? No, France.
France? Yes. Vive la France! Vai. Effaristos. Ah, c'est super. Il y a des détails naturalistes qui sont vraiment incroyables, comme la veste qui bouge avec le vent légèrement à droite, les détails végétaux, le visage qui est très doux. C'est un chef d'œuvre. C'est vraiment le top. On pense mieux in situ face aux objets. Ah bien sûr, je pense qu'il n'y a que là qu'on peut vraiment comprendre toute la logique des choses et aussi s'imprégner d'une ambiance dans une église peu éclairée, éclairée à la bougie, surtout quand on a des lettres sculptées. Mais évidemment, ce jeu de lumière, il est très important. Elles étaient certainement peu éclairées, en fait, on ne devait pas bien les voir. Parfois, elles étaient rehaussées de peinture, donc on voyait, il y avait de la peinture dans les lettres, ou même du mastic noir pour faire ressortir ça. Thank you. Thanks a million. Have a good Now, day. now you're going where? Kivishili. Kivishili. Oh, what's it? Oh, what's it? Okay. Take care. Bye bye. Bye bye. Okay. And please send me everything. Anything you find, for me it's a benefit. Okay? La rencontre est essentielle, sans ces personnes-là qui nous ouvrent les églises, qui nous expliquent aussi toute l'histoire. On ne peut pas faire notre recherche. Et en même temps, ils ont besoin de notre expertise. Il y a des... Elle serait côte à côte? Oui, en fait, ça serait la suite. Sur deux lignes, ce serait logique. L'affiche, je peux voir le texte transcrit. Ça peut être même ainsi inversé. Giste, vous avez vu le S? Oui. Gautier. Gautier. Gautier ou Gautier? Gautier. Maybe at the... I-R. Gautier. Gautier. Voilà. Attendez, est-ce que je peux me mettre derrière pour vous aider? Troisième personne? On va la coller derrière, je pense. Est-ce qu'on fait continuer vers toi comme ça? Là. Oui, d'accord. Tu tires chez toi. Là ça va. Là, c'est bon. Alors là, je suis totalement serein. Encore un petit peu. Les 3 pierres tombales étaient dans l'église, elles ont été déplacées dans cette espèce de petit garage juste à côté. Elles étaient retournées, donc on ne les voyait pas. On a dû tourner les pierres qui pèsent des centaines de kilos pour pouvoir voir les inscriptions. Et il y a bien des inscriptions derrière les pierres retournées. Et là, le prêtre nous expliquait qu'il est en train de faire un petit livre sur l'église, sur l'histoire de l'église, et justement, il lui manque cette partie latine. Donc on fait un échange de données, on va dire, et on va lui transmettre évidemment toutes nos recherches et les images. This is a stamp of the village, 1960. Ça peut être byzantin, peut-être même pas latin. Là, c'est vraiment la chance. Ah ouais, belle matinée, hein. On termine en beauté.
Thank you very much. Thank you. Thank you for everything. Have a nice trip. And please I'll send you everything. send everything, please. Yeah. Okay, that's good. See you later. Thank you. Have a nice trip back. Bye bye. Bye-bye. Hello. Regardez-moi.